Bienvenue sur FOF, le podcast. FOF pour Future of Finance est la première plateforme de contenu et de débat dédiée à la transformation de la fonction finance. Au fil de nos épisodes, nous allons vous faire découvrir des projets, des personnalités ou des collaborations qui ont pour point commun d'être particulièrement inspirants pour mener cette grande révolution que connaît actuellement la fonction finance. FOF, le podcast, présenté par Loïc Vuchard. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver avec ma partenaire Stéphanie Achard d'Aurac. Nous sommes très fiers d'avoir aujourd'hui Antoine Cyr, le patron de l'engagement au sein de la BNP. Il a placé en tant que pionnier le sujet sociétaux, environnementaux au cœur des comités exécutifs d'un groupe du CAC 40 et plus globalement en mobilisant la communauté. On va parler de futur de la fonction finance, on va parler de responsabilité. La fonction finance, la communauté finance dans son ensemble n'a plus le choix, doit prendre à bras le corps ces sujets. Et donc on va en parler avec un débat passionnant, en tout cas avec deux passionnés. C'est parti, c'est Future of Finance. FOF, le podcast, proposé par Lozam Agency. Bonjour Stéphanie. Bonjour Loïc. Ça va ? Très bien, ravi d'être là. Antoine, très fier de vous avoir. Très content d'être là aussi. Patron de l'engagement chez BNP, c'est quoi ? Alors, en fait, c'est une fonction qui a été créée en 2017 et dont l'objectif est de développer de l'impact positif en matière environnementale et sociale dans tout ce que fait l'entreprise. Donc, ça consiste à la fois de temps en temps à mener des projets qui sont un peu emblématiques et qui vont inspirer tout le monde dans l'entreprise, mais ça suppose aussi travailler avec toutes les entités de l'entreprise pour que chacun s'aligne industriellement de manière à introduire de nouveaux critères environnementaux et sociaux dans ses décisions. Parce que du leadership, la fonction est passée, vous êtes placé au comité exécutif, je le disais en introduction. Oui, parce qu'il faut travailler avec tout le monde pour une raison très simple, c'est qu'on a vraiment de nouveaux critères à incorporer dans les dizaines de milliers et peut-être même de millions, on les a pas forcément comptés, mais de décisions que prend tous les jours une banque avec 200 000 collaborateurs dans 70 pays. Ah ben justement, quelles sont vos convictions profondes, comment la finance peut contribuer au bien commun, je reprends votre expression, plus globalement aux enjeux de transition écologique et aux enjeux de responsabilité sociétale? Alors en effet, le bien commun, c'est quelque chose de très large, ça inclut les enjeux écologiques, ça inclut les enjeux sociaux, ça inclut les enjeux territoriaux. Si on se concentre un peu plus spécifiquement sur les enjeux écologiques, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui face à des urgences qui réclament en fait d'assez large manière un changement de société qui sont les urgences climatiques et aussi une urgence qui est de plus en plus évidente qui est l'urgence sur la biodiversité. Et donc on se retrouve dans une situation dans laquelle notre monde, la société telle qu'elle fonctionne depuis finalement depuis la révolution industrielle est en train de dégrader à vitesse accélérée le climat et le milieu naturel. Et donc, absolument, tout le monde doit contribuer à la transformation qui est nécessaire. Les États, les entreprises, les individus et, bien entendu, la finance qui fait partie des entreprises, mais des entreprises qui, comme chacun sait, se composent d'individus et s'adressent à des individus. Donc cette transformation, elle est absolument essentielle, et donc la finance doit jouer son rôle. Alors quel rôle justement ? Alors quel rôle elle joue ? C'est simple. D'abord, la finance, moi j'aime pas beaucoup ce terme parce qu'il est très général et en fait il regroupe des réalités très différentes. Donc nous, en tant que banque, que groupe bancaire, on fait un certain nombre de choses. Donc, les choses que l'on fait, c'est d'abord mettre à la disposition de chacun des moyens de paiement, des outils qui lui permettent de vivre sa vie financière quotidienne. Déjà, à ce niveau, on peut l'aider parce que on peut donner, par exemple, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, des outils qui vont permettre à chacun, en fonction de l'utilisation de ses moyens de paiement ou autres, de savoir quelle est en quelque sorte la trace écologique, quelle est l'empreinte carbone de sa vie quotidienne. C'est une information qu'on lui
donne, dont il fait ce qu'il veut, mais qui est une information qu'il peut utiliser. Alors ensuite, on a une activité qui à très grande échelle peut jouer un rôle, qui est l'activité de crédit. Donc l'activité de crédit, qu'est-ce qu'on fait ? On prête d'abord à des grandes entreprises. Donc dans ces grandes entreprises, je dirais que par rapport à la transition écologique, il y en a deux sortes. Il y en a une petite partie, qui représente à peu près 4% de nos crédits, qui a un impact énorme sur la dimension climatique, puisqu'il s'agit des entreprises du secteur de l'énergie. Ouais. Et donc, forcément, la façon dont on va expliquer au secteur de l'énergie, d'ailleurs en discutant avec eux, c'est un échange, mais dans laquelle on va dire au secteur de l'énergie, écoutez, voilà, nous, on est prêt à financer tel type de projet énergétique, tel type d'entreprise énergétique, mais pas tel autre, ou sous telle ou telle condition, c'est absolument essentiel, et c'est en train de devenir un critère très important de notre action. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a à côté de ça 96% des entreprises qui, elles, ne sont pas productrices d'énergie, mais consommatrices d'énergie, des entreprises ou des individus, services, etc. Tout le reste de l'économie. Et le reste de l'économie, bien entendu, c'est la demande d'énergie. Et là aussi, il faut qu'on travaille de façon très active pour aider tous ces secteurs et toutes ces pratiques à se transformer. Parce que quand je parle de tous ces secteurs, ce sont les secteurs d'entreprise, mais ce sont aussi, par exemple, des secteurs individuels très importants comme l'immobilier. On sait tous que l'efficacité énergétique des bâtiments est un des domaines les plus importants de la réussite de la transition qu'on a à mener pour le climat. Et donc, au-delà des entreprises qui sont actuellement notre focus, et particulièrement les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, il faut qu'on s'occupe aussi des véhicules, de la façon d'aider les gens à acquérir des véhicules les plus propres, et surtout d'aider les gens à améliorer l'efficacité énergétique du parc de logement. Mais pour ces 96%, ça veut dire quoi, Antoine ? Les aider, les accompagner ? Ça veut dire réorienter les crédits en fonction de critères ? Alors, d'abord, ça veut dire avoir les bons indicateurs. Ouais. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, une banque, elle pilote son portefeuille de crédit en regardant quelles sont ses ressources à court ou à long terme, quels sont les emplois qu'elle fait de ses ressources à court et à long terme, et elle gère son bilan selon un ensemble de critères. C'est la gestion active-passive d'une banque, c'est absolument essentiel. Aujourd'hui, il faut qu'elle incorpore de nouveaux critères dans la gestion de son portefeuille, et par exemple, on travaille aujourd'hui sur l'alignement de notre portefeuille de crédit avec les objectifs de l'accord de Paris. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On prend chaque secteur économique. Sur chaque secteur économique, il existe une trajectoire sur laquelle le monde économique et le monde scientifique s'est accordé pour dire quelle est celle qui va permettre à ce secteur d'être en phase avec les objectifs de réduction de gaz à effet de serre compatibles avec l'accord de Paris. Et donc, pour chaque client, on va comparer où il en est par rapport à la trajectoire idéale de son secteur. S'il est en avance, pas de problème, puisque plus on le finance, plus ça verdit notre portefeuille. Ouais. Et s'il est en retard, là, il y a deux hypothèses. Soit il a des projets à 5 ans qui sont destinés à le remettre dans les clous, et à ce moment-là, il faut aussi qu'on le finance, parce que du coup, plus on va le financer et plus ça va verdir l'économie. Ouais. Voilà. Et mécaniquement, le portefeuille de BNP, et notre portefeuille, oui, il y a un lien entre les deux, évidemment. Au contraire, s'il n'est pas dans les clous et qu'il n'a pas de plan pour se remettre dans les clous, forcément, nos financements vont se réduire et petit à petit même disparaître. Ouais. Donc c'est cette évolution qui est en train de se faire. Elle est en train de se faire bien entendu à un rythme différent, parce que ça s'applique non pas aux 96%, mais aux 100%, parce que ça s'applique bien sûr au secteur de l'énergie. Donc pour l'instant, je dirais que c'est le secteur de l'énergie qui est en train de recevoir la mise en œuvre de ce modèle, mais évidemment, dans les années très proches qui viennent, ce sera étendu à l'ensemble des secteurs économiques, en commençant
dans les 5 années qui viennent sur les 10 secteurs d'activité les plus émetteurs de gaz à effet de serre, qui représentent d'ailleurs dans leur ensemble plus de 75% de ces émissions. Ouais, ça posera la question notamment de la réconciliation entre le court terme et long terme. On parle de plan à 5 ans, mais on y reviendra. Antoine, vous avez prononcé un point important et je sais que ça nous tient à cœur avec Stéphanie. On a des débats passionnants sur les indicateurs. Donc, indicateur, c'est de la data, c'est de la remontée d'informations. Quel rôle pour les directions financières, Stéphanie, selon toi, sur ces sujets ? Mais je crois que ce qui est intéressant dans ce que Antoine vient de dire, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a effectivement une pression de plus en plus forte des investisseurs. On voit qu'aujourd'hui, on a à peu près 43% des décisions d'investir ou pas qui se font sur des critères environnementaux, avec effectivement pour les DAF de plus en plus de pression sur ces questionnaires ESG de plus en plus complexes. Et ce qui est intéressant en même temps aussi, c'est qu'on a une double pression. Il y a d'un côté les investisseurs et de l'autre côté les clients des entreprises. Ouais. Et je crois que vous le disiez assez bien aussi, Antoine, quand vous présentiez ce que la BNP met aussi à disposition pour les consommateurs pour comprendre ce qui se passe et quel est l'impact environnemental des services qui sont proposés. Et aujourd'hui, finalement, le DAF est un peu à la jointure de ces deux mondes, c'est-à-dire réconcilier des attentes très fortes des investisseurs, mais également être quelque part fer de lance d'une politique qui peut être un peu plus commerciale vis-à-vis de ses propres clients. Et on peut même rajouter les collaborateurs qui mettent une troisième pression sur les directions générales. Absolument. C'est pas Antoine qui me contredira sur le sujet, notamment vis-à-vis des jeunes générations. Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, d'abord, ce qui est bien, c'est que tout le monde est... enfin, la plupart des gens sont aussi parents, grands-parents. On est tous... je veux dire, par définition, aujourd'hui, c'est un débat qui fait beaucoup discuter dans les familles. Et je crois que tout le monde est très, très exposé à cette urgence climatique. Et je pense qu'effectivement, chez nous, par exemple, la pression et l'urgence vient très largement de l'intérieur. Et quand je dis de l'intérieur, c'est de tous les niveaux de la hiérarchie, y compris des dirigeants qui sont très, très conscients de cette urgence climatique et qui sont, je dirais, très très actifs dans le fait de faire bouger les choses. Parce que derrière, ce dont il faut se rendre compte, c'est que ce sont des milliers de process que l'on transforme. Aujourd'hui, une banque, c'est bien sûr, les gens disent que c'est de l'argent, mais moi je dirais que c'est d'abord des humains et de l'informatique. Ouais. Et évidemment que la façon dont les décisions, dont les informations d'abord sont collectées, donc effectivement le sujet des data est absolument crucial, et il est crucial à plein de niveaux. Il est crucial d'abord sur comment je source les datas, quel type de data j'ai. Alors pour le climat, c'est relativement, je dirais pas, c'est facile, mais ça repose quand même sur des conventions aussi. Ouais. Et donc on dit que c'est facile, mais en réalité, c'est déjà assez compliqué. Mais alors, par exemple, pour la biodiversité, si vous voulez, c'est encore plus compliqué. Et il faut le faire. Je vous donne un exemple. On a pris un engagement extrêmement pionnier de ne plus travailler à partir de 2025 avec les opérateurs de la filière du soja et du bœuf, quel que soit votre rapport avec le soja et le bœuf, si sur toute votre chaîne de valeur, vous n'êtes pas zéro déforestation dans deux zones critiques de la planète qui sont l'Amazone et le Cerrado. Bon. Donc 2025, si vous avez un rapport avec le soja... C'est extrêmement dur, parce que quand vous dites sur toute la chaîne de valeur, ça veut dire le fournisseur de rang 2, de rang 3... Non, mais après le fournisseur de rang 2 ou de rang 3, en réalité, il va pas faire de déforestation. Donc c'est le fournisseur de rang 1 qui est concerné. C'est celui qui est réellement, localement, oui. C'est par lui que ça passe d'abord. Et donc ça passe souvent par c'est pas du tout des entreprises du CAC 40, vous voyez bien. Clair. Vous voyez bien que c'est des exploits ou du Dow Jones ou de qui vous voulez. C'est des gens qui sont complètement en dehors de tous ces radars. Donc ça veut dire que il va falloir qu'on soit capable de sourcer des datas qui sont en fait le résultat d'observations satellites. Alors la question et aussi le résultat d'engagements qui sont pris vis-à-vis de nos clients. Et là, c'est bien toute la chaîne de valeur. Ouais. Si vous voulez, autrefois, il y avait une publicité à la télé avec le gars qui achetait le café pour Jacques Vabre. Il se promenait et puis le gars lui proposait son café, il disait gringo. Bon, et ben maintenant le gars qui fait ça, il va pas seulement falloir qu'il goûte le café, il va falloir qu'il se demande vraiment comment le café est fabriqué. Bon. Et donc il y a un mélange de data qui vont venir d'observations qui, je dirais,
quelquefois transcendent et passent par-dessus l'épaule du producteur, et d'autres observations qui vont résulter d'engagements, qui vont résulter d'ailleurs d'outils qu'on va donner aux producteurs, des applis, etc. Et donc tout ça, si vous voulez, c'est le début d'une chaîne de data qui à un moment va terminer chez nous. Alors soit elle va terminer chez nous parce qu'on va se la procurer de façon assez directe, soit elle va terminer chez nous parce qu'il y a une cascade de membres certifiés de la chaîne de valeur qui se la sont transmises. Et ces informations, finalement, vont être un deuxième type d'information qu'on va manier à l'échelle de toute la banque, de même que l'on manie aujourd'hui des informations financières. Stéphanie, justement, on voit la montagne devant les directions financières qui ont énormément de sujets, notamment déjà de transformation de la fonction finance, et qui vont, vu que ce sont les directions financières qui vont être en lien direct avec ces investisseurs, vont devoir mécaniquement, avec les directions générales, être en lien et transmettre in fine cette donnée. Est-ce que les directions financières sont prêtes ? Quels sont les conseils que tu as à leur donner ? Et quel levier utiliser pour collecter ? Et notamment, je pense à Aura, quel levier vous avez pour les aider dans cet exercice ? Dans cette montagne. Je crois que c'est un peu le paradoxe parfois que l'on a, c'est-à-dire que cette montagne de données, finalement elle-même, elle génère un impact environnemental. Donc je pense qu'il y a aussi des sujets de regarder non seulement effectivement comment on les collecte, comment on donne du sens, comment on arrive à créer finalement un certain nombre d'algorithmes qui permettent d'avoir les bonnes décisions au bon moment pour les bonnes personnes. Donc dans un environnement, comme tu disais, où on a une montagne devant soi, donc la montagne changeant régulièrement. L'intelligence artificielle dans cette mécanique pour pouvoir filtrer, trier et amener la bonne data au bon moment pour être pertinent vis-à-vis d'Antoine, en tout cas des financeurs. Je pense que oui, parce que pour les DAF, il y a aussi un sujet, c'est d'acculturer aussi le reste de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on dépasse un domaine d'expertise pour aller finalement vers l'ensemble des collaborateurs du groupe, vers les clients du groupe aussi, et finalement amener des données qui font plus de sens par rapport au contexte des individus et qui permettent d'appréhender ça dans un contexte qui est, comme on dit en anglais, relevant, c'est-à-dire qui a du sens pour les personnes en question. Donc oui, côté des acteurs de la tech, il y a cette capacité à fournir et finalement à avoir plusieurs types de données, soit des données internes de l'entreprise, des données externes, et d'arriver à tirer finalement l'intelligence qui va bien de ces données pour prendre les bonnes décisions. Et puis il y a aussi pour les acteurs de la tech une responsabilité absolue parce qu'on sait qu'aujourd'hui les data centers qui sont de plus en plus présents au niveau mondial génèrent elles aussi des empreintes. Donc être en capacité d'amener de l'énergie propre dans ces data centers, d'avoir des opérations les plus neutres pour l'environnement, c'est aussi un sujet qui nous passionne et sur lequel on est aussi dans des logiques de partenariat et d'échange avec nos clients. Moi, je voulais juste rajouter que, il y a d'un côté la montagne de la transformation qu'il y a à réaliser, et puis de l'autre côté, il ne faut pas non plus que les personnes qui nous écoutent, qui d'ailleurs généralement ne sont pas du genre à paniquer parce que ils ont les épaules larges, mais il faut pas il faut pas non plus paniquer. C'est-à-dire que c'est une transformation qui est très importante. C'est un vrai saut quantique, quoi. Effectivement, la donnée ESG va devenir une donnée très importante qui va cohabiter avec la donnée financière, ça c'est indiscutable, mais d'un autre côté, c'est une montée en charge qui va être quand même progressive, on voit bien parfois il y a même des régulations, par exemple, il y a des régulations européennes, on nous dit c'est demain, puis finalement on nous dit non mais ça c'est quand même pas demain, c'est après-demain. Voilà. La taxonomie, quand même, on a beaucoup parlé sur Future Finance de taxonomie verte avec l'obligation de flaguer le chiffre d'affaires, le CAPEX et les OPEX verts. C'est quand même pour 2022, là. Oui, mais pour l'instant, vous voyez que vous dites vous-même, c'est CAPEX et OPEX verts, c'est une partie pour l'instant. Après, le but, c'est que la taxonomie, qu'on ait une taxonomie qui permette à terme de rendre compte de la notion de transition, qui est un élément absolument essentiel. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, je pense qu'il y a à la fois, effectivement, des transformations à faire. Parfois, ces transformations sont à faire assez vite, mais il y a quand même, ça va se faire assez progressivement. Et je dirais que nous, bien sûr qu'on regarde l'évolution du portefeuille de crédit et donc finalement de la somme de ce que font nos clients. Mais encore une fois, on est d'abord là pour aider nos clients. Et nous-mêmes, les méthodes en fait que l'on utilise, elles nous servent pour piloter notre portefeuille, mais elles nous servent aussi pour aider nos clients
clients à avoir une boussole, parce que finalement la demande qu'on fait nous par rapport aux objectifs climatiques, c'est une demande qui leur arrive par plein d'autres canaux. Et donc ce qui est important, c'est que nous, en tant que banque, on soit capable de leur formuler cette demande d'une manière qui fait un peu la synthèse des différents canaux et qui les aide à qui les oriente, qui permet de sélectionner l'information et qui les aide à la fois à parler avec leurs banques, avec leurs investisseurs, et avec d'autres publics, également à leur public externe. Et donc nous, on a d'abord un rôle d'appui dans ce domaine-là, et je pense qu'on a tout à fait les moyens, en s'y employant très sérieusement, et c'est ce qu'on fait, d'aider les directeurs financiers à mener cette transformation exigeante mais nécessaire en bon ordre. FOF, le podcast. FOF pour Future of Finance. 2 points très intéressants que vous avez évoqués, Stéphanie, cette capacité au directeur financier, et Antoine, vous l'avez confirmé sur capacité à mettre l'entreprise en mouvement. On a eu l'exemple assez récent de Kering qui a mis en place le ePNL, le PNL environnemental, et qui mettent là pour 2022 des estimés trimestriels pour piloter l'impact carbone. Et deuxième éclaircissement sur notamment la taxonomie. On a eu, vous le savez, sur Future of Finance, la TCFD qui est très impliquée sur nos sujets, et la préparation de la taxonomie brune. On reviendra vers vous avec plus d'infos dès que les premiers textes seront prêts. On aura une lecture sur le site de Future of Finance, évidemment. Je continue. Relation CFO RSE. Je mets les pieds dans le plat. Pour moi, on m'a toujours appris que les sujets environnementaux et la collecte de données, c'était quasi fait, ou en tout cas est en train d'être fait auprès des directions RSE. Est-ce que l'information est prête ? Est-ce que les patrons RSE qui avaient un positionnement hétérogène dans les grands groupes ont déjà préparé l'information et ont préparé cette transition qu'ont en train de prendre toutes les entreprises, ce niveau d'exigence ? Antoine ? Je pense que comme la matière est en train de s'installer, les organisations sont pour l'instant assez diverses d'une entreprise à l'autre. Moi, je dirais que c'est un sujet qui fonctionne bien dans les entreprises où le CEO, le chef d'entreprise, le patron, s'est emparé du sujet. Donc ça, je pense que la première chose, c'est que si les sujets RSE et notamment les sujets climatiques dont on parle ne sont pas du tout pris en compte par le CEO, c'est quand même un petit signal d'alerte sur l'entreprise. Je veux dire, elle doit aujourd'hui avoir cette dimension. Après, selon son secteur d'activité, le CEO peut y consacrer de 0,5% de son temps à 20% ou 30% même, ou 40% même dans certains cas de son temps. Chez nous, j'ai pas compté, mais c'est beaucoup. Et donc, ça, je pense que c'est très important. Et ensuite, bien entendu, le CFO joue un rôle très important. Et je crois que moi, les CFO que je rencontre sont en fait très intéressés par le sujet. Ouais. Ils voient bien que c'est un facteur de changement. Donc tout changement, c'est chronophage, ça demande de l'organisation supplémentaire. Mais c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et finalement, c'est quelque chose d'assez logique. Parce que si vous regardez l'histoire de la comptabilité, chaque révolution industrielle arrive avec ses propres métriques. Quand on a inventé quand il a fallu financer les chemins de fer, on a inventé l'amortissement. Ça date de cette époque-là. Quand il a fallu financer la révolution Internet, qui arrivait sur un rythme complètement différent, puisque c'était plus les gros qui mangeaient les petits, mais les rapides qui mangeaient les lents, on a inventé l'EBITDA, qui était l'élément qui permettait d'accompagner cette transformation. Et puis, aujourd'hui... L'EBITDA date de cette époque ? La mise en œuvre, la mise en avant de l'EBITDA... Pas du tout. C'est parce que vous êtes jeune. Mais
honnêtement, avant la révolution Internet, c'est-à-dire les 25 dernières années, on parlait jamais d'EBITDA. J'en sais rien, je suis pas comptable, moi, je suis pas directeur financier, donc il existait peut-être quelque part dans le. Mais c'était pas un indicateur qui était mis en avant comme il est mis en avant depuis 20 ou 25 ans. Bon. Et donc aujourd'hui, ce sont les données ESG qui sont absolument essentielles. Avec quand même, j'ai l'impression, un peu de flou sur un indicateur, sur un référentiel d'indicateurs. Alors je comprends qu'il n'y en aura pas qu'un seul. Est-ce que l'indicateur prioritaire, je dirais un peu locomotive, c'est le carbone, l'empreinte carbone? Oui et non. Alors d'abord, moi je voudrais rappeler que d'abord une entreprise, et là aussi il faut pas, je dirais, inquiéter outre mesure les CFO. Je veux dire, une entreprise, elle doit d'abord bien fonctionner selon des indicateurs financiers. Et on ne va pas créer un indicateur. Enfin, moi, je suis extrêmement sceptique, si vous voulez, sur un indicateur qui serait de pilotage central de l'entreprise, qui serait un indicateur composite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, mais vous n'allez pas piloter l'entreprise avec un indicateur qui mélange votre rentabilité, votre efficacité économique et le fait de savoir si vous êtes carbone dans la bonne trajectoire carbone ou si vous faites ou pas travailler des enfants. Parce que vous voyez bien que on ne va pas faire que l'un ou l'autre compense l'autre. C'est ridicule et c'est pas possible. Mais en revanche, ce qui est important, c'est effectivement de comprendre que donc, en plus de cette dimension financière, on va avoir à côté un certain nombre de critères. Et ces critères, en quelque sorte, ils sont classés par, et c'est ça qui rend le sujet passionnant, y compris pour les directeurs financiers, c'est que ces critères, ils sont classés par l'ordre, je dirais, d'importance du sujet par rapport à la société. Bon, et la société, aujourd'hui, elle a un sujet qui est absolument central parce qu'il concerne toute la planète, il est transversal, il n'a pas de frontières, etc., qui est le sujet du climat. Mmh. Bon, donc ça, ce sujet, il est effectivement essentiel. Pour autant, il y a aussi le sujet de la biodiversité qui est très important aussi. Il y a le sujet des inégalités. On a vu encore cette semaine un rapport sur les inégalités qui montre bien qu'en termes de fonctionnement de la société, de fonctionnement de la démocratie, c'est essentiel. S'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'entreprise. Il faut en être conscient. Donc c'est un enjeu qui est absolument essentiel. Et puis il y a un quatrième enjeu qui est à mon avis très important aussi, et qui lui aussi d'ailleurs est lié, alors lui il est lié à la fois à l'écologie et à la démocratie, qui est l'enjeu territorial. Et donc il faut toujours se rendre compte qu'une entreprise, elle a un impact sur un territoire. Et puis après, si vous voulez, il y a dans le E de ESG, vous avez l'environnement, c'est le climat, effectivement, d'abord, parce que c'est une stratégie un peu massive qui irrigue tout, mais c'est quand même aussi la biodiversité. Donc vous avez climat et biodiversité, avec des liens entre les deux. Et ensuite, vous avez le S. Donc le S, c'est social, c'est très important aussi. Et dans le social, vous embarquez à la fois le concept de transition juste, parce que la transition ne peut pas laisser des millions de gens au bord de la route. Et puis, vous avez la dimension de droits humains, de droits sociaux, d'inégalité. Et puis, vous avez la notion d'impact sur les territoires. Et puis enfin, vous avez le G. Donc le G, il concerne une chose qui là est prise en compte par les investisseurs, notamment un peu en dehors de tout ça, qui est la dimension de gouvernance de l'entreprise et autres. Mais dans le G, vous avez aussi une dimension qui est la dimension d'éthique des affaires. Et celle-là, elle est très proche du développement durable. Et c'est très important de la prendre en compte aussi. J'ai peur qu'on fasse paniquer nos directions financières qui déjà voyaient le E arriver comme une montagne, et quand vous remettez en perspective tout ce qu'il y a. Mais ils sont en réalité, ils sont déjà confrontés au S, parce que quand vous êtes une entreprise, vous avez un impact territorial très important qui a un impact très fort sur votre gestion, et donc finalement le fait d'avoir des outils de pilotage qui permettent d'évaluer cet impact, c'est pas forcément une mauvaise chose pour l'entreprise,
l'entreprise, parce qu'en réalité, elle est extrêmement exposée à ça. Hein. Ça fait partie de sa réalité. Ouais. Le S, sous l'angle droits sociaux et droits humains, aujourd'hui, quand vous faites partie d'une chaîne de valeur, vous êtes extrêmement exposé à des difficultés que vous pourriez avoir parce qu'un de vos fournisseurs... le message, c'est que vous le mettez déjà dans la globalité du business model de l'entreprise. C'est très... En réalité, cette transformation... Vous savez, nous, on est une banque, donc on est le reflet de l'économie. Donc à un moment, on essaye d'inciter les bonnes transformations à se faire et ça devient un critère de nos financements. Pour autant, si on a la capacité de faire ça, c'est parce que c'est nos clients qui font la transformation. C'est eux qui font cette transformation. Alors après, effectivement, quand on voit des clients qui font pas du tout la transformation, on s'inquiète un peu. Mais ceux qui font la transformation, c'est eux qui nous montrent comment il faut faire. C'est pas nous. Nous, on est une banque. On va pas changer les process industriels. Vous avez quand même un rôle d'arbitrage qui est important, d'incitation. Mais encore une fois, j'insiste beaucoup. Si tout ça existe, c'est parce que nos clients entreprises, un certain nombre d'entre eux, sont en train de faire un travail et ils font ce travail parce que ça fait des années que leur écosystème est comme ça. Ils le connaissent. Bon, Stéphanie, les directions financières pour les aider ne sont pas toutes seules. Elles ont aussi ces fameux patrons RSE. Je reviens sur mon sujet, Orga. Quelle collaboration entre les deux équipes, selon toi ? Je crois que c'est un vaste débat en réalité parce qu'il y a une collaboration déjà de se fixer, comme le disait Antoine, des caps communs. Après, il y a effectivement l'outillage qui permet finalement de soutenir cette collaboration avec la capacité à avoir des indicateurs qui fassent sens, qu'on puisse suivre de manière assez régulière. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans le débat qu'on a là, c'est aussi l'image peut-être du DAF ou du CFO qui donne une image peut-être beaucoup plus humaine qu'elle l'avait il y a 15 ou 20 ans. Notamment, là, on parlait, Antoine mentionnait toute la partie environnement, certes, mais aussi l'impact sociétal. Et je trouve que ça, c'est génial de se dire qu'on a une fonction qui évolue avec un visage plus humain, plus impact sociétal, etc. Donc oui, il y a un sujet d'outillage, il y a un sujet de se fixer des caps, il y a un sujet de confiance. Antoine le disait très bien tout à l'heure aussi, de dire aussi en fonction du capitaine de navire, les choses peuvent être différentes et l'accélération aussi plus forte. Mais je crois qu'il y a une collaboration qui est nécessaire, qui à mon sens se passe déjà dans beaucoup d'organisations. Probablement qu'il faut structurer peut-être aussi on avait des démarches plus précises. Des débats passionnants sur le sens donné aux directions financières, l'attractivité de la fonction finance qui n'était plus la voie royale des entreprises. Là, tu remets en exergue effectivement une mission intéressante. Ouais. Si je puis me permettre, ça vient aussi de l'évolution de la fonction RSE. C'est-à-dire autrefois, la RSE, c'était choisir quelques causes qu'on pouvait traiter très sérieusement, mais enfin on choisissait ces causes et on laissait un peu de côté ce sur quoi on n'était pas forcément à l'aise. Bon, aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, vous êtes interpellé sur l'ensemble du spectre d'activité de l'entreprise et donc le responsable RSE, il a un rôle précis qui est d'être capable d'analyser l'ensemble de la relation de l'entreprise avec la société et d'en déduire les recommandations d'action qui vont avec. Bon, et si le directeur RSE fait réellement ce boulot, nous, par exemple chez nous, je couvre l'ensemble de la transformation de l'entreprise dans ce domaine-là, mais j'ai dans mon équipe une directrice de la RSE qui est aussi mon adjointe et qui est quelqu'un qui est le moteur technique de toute cette transformation. Et donc, quand on a une équipe comme celle-là, à ce moment-là, on a toutes les compétences et on a toute la crédibilité qui permet de discuter avec les fonctions financières, les fonctions de contrôle, etc. Et donc, dans ce cas-là, ça se passe de façon tout à fait normale puisque le directeur financier, il a un certain nombre de missions à faire et donc il a une nouvelle mission qui arrive. Il sait quelle est sa partie à lui, c'est-à-dire s'assurer que les reportings sont sincères, que la stratégie financière de son entreprise fonctionne, etc. Et il a un interlocuteur qui est le directeur RSE qui normalement fait sa part de boulot. Et donc évidemment, parfois ça demande un peu d'ajustement pour que chacun comprenne exactement quel est le rôle de l'un et de l'autre. Mais je dirais que comme ce que fait le directeur RSE correspond à un besoin, en général, quand il fait réellement ce qui correspond au besoin, ça se passe très bien.
Bon, je crois qu'on arrive au terme. On n'aura pas fini d'en parler du sujet, vu tous les leviers qu'on aura à avoir. Stéphanie, peut-être un mot de la fin pour conclure cette séance. On est à l'aube quand même d'un énorme chantier pour les directions financières. Culturelles, technologiques, de data, de collaboration. Je pense qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini et c'est dommage qu'on touche à la fin. Parce qu'on aurait aimé continuer. Oui, je crois que c'est seulement le début d'ailleurs. C'est seulement le début. Bon, ça sera le mot de la fin, c'est seulement le début. Merci de nous avoir suivis. Mille merci Antoine pour cet éclairage. Et on reste avec Stéphanie. On continue nos podcasts avec un certain nombre de représentants. On voulait mettre en exergue d'autres directions financières, d'autres directions générales pour parler du futur de la fonction finance. Un futur qui commence maintenant. Retrouvez tous les épisodes de FOF, le podcast, ainsi que le programme annuel de Future of Finance sur www.futureoffinance.fr et sur notre page LinkedIn.